Bonjour Antoine Debec. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui et merci également d'avoir répondu très gentiment à ma demande et de m'envoyer le livre aussi en plus dédicacé, c'est très gentil. Vous êtes enseignant-chercheur et auteur, historien du cinéma. Vous êtes agrégé d'histoire et vous avez soutenu votre thèse en histoire à la Sorbonne. Vous êtes enseignant à l'École normale supérieure, ici même, parce qu'on est aujourd'hui dans votre bureau rue d'Ulm. Et vous étiez auparavant rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1996 et 1998, après avoir contribué comme rédacteur critique pendant longtemps. Et vous étiez chef de page culture aussi au journal Libération dans les années 2000, entre 2001 et 2006. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment un immense ouvrage en 2 volumes sur l'histoire des Cahiers du cinéma et également des biographies des cinéastes de la Nouvelle Vague, Godard, Chabrol et Romer. Dictionnaire Eustache, dictionnaire Truffaut, dictionnaire Piala et la liste est longue, donc vous êtes un auteur très prolifique. Votre dernier ouvrage sur Marin Karmitz est également une biographie. Mais avant qu'on en parle plus précisément, je me permets de poser d'autres questions un peu hors sujet de ce livre. La première question, c'est quoi pour vous être historien de cinéma? Est-ce que ce que vous exercez, c'est une interdisciplinaire entre 2 matières qui vous passionnent? Et c'est quoi le lien que vous avez pu créer entre histoire avec grand H et le cinéma? Alors, c'est vrai que historien du cinéma, merci beaucoup pour cette présentation. Historien du cinéma, on peut l'entendre selon deux manières, de façon. C'est une façon de travailler comme je le fais, par exemple, sur les archives des cinéastes, de mouvements, de revues, voilà, donc de replonger et de remettre, je dirais, dans le contexte d'une époque, l'importance du travail d'un grand cinéaste ou d'un moins grand cinéaste, d'un producteur, d'une revue de cinéma, voilà, à travers toute une série de documents d'époque qui sont gardés souvent dans des fonds d'archives, et il se trouve que j'ai la chance d'être contemporain depuis, disons, une vingtaine d'années de l'ouverture de beaucoup de fonds d'archives liés notamment à la Nouvelle Vague, à ces cinéastes qui aujourd'hui sont quasiment tous disparus, et au moment de leur disparition, souvent voilà, eux-mêmes ou leurs familles vont déposer les fonds d'archives qui s'ouvrent à la recherche. Donc c'est vrai que j'ai pu comme ça bénéficier de l'ouverture des fonds des archives d'Éric Romer à l'IMEC, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'ouverture des fonds de François Truffaut, de Claude Chabrol, de Jacques Rivette, de Maurice Piala à la bibliothèque de la Cinémathèque française, hein, la BIFI, bénéficier aussi de tout ce que Jean-Luc Godard a laissé comme archive au fur et à mesure de sa vie jusqu'à sa disparition récente. Donc voilà, on est dans un moment, on va dire, ce qu'on pourrait appeler un moment archivistique, un moment d'ouverture de beaucoup de fonds d'archives, et pour un historien du cinéma entendu comme voilà, celui qui remet en contexte les vies de ces grands cinéastes, c'est bien sûr un moment tout à fait privilégié. Donc d'où sûrement cette volonté que j'ai de mettre en forme ces biographies sur ces 20 dernières années. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'autre manière d'entendre historien du cinéma, c'est précisément cette façon de mettre ensemble, de relier, d'articuler, de rapprocher
le cinéma comme, voilà, comme art, mais aussi comme pouvoir sur les foules, comme médium, et l'histoire, voilà, comme déroulé de faits chronologiques, mais aussi comme manière d'organiser le temps, en fait, hein, voilà. Et donc ce rapprochement, il me semble très important. C'est une autre part de mon travail, effectivement, de voir dans les films, dans la forme même des films, des traces de l'histoire, des traces laissées par l'histoire, comment l'histoire en quelque sorte va faire saillie, va s'imposer, va entrer dans le film, soit que tout simplement le film peut être contemporain d'un moment historique, voilà, saisir, je dirais presque malgré lui, par sa capacité technique, sa capacité mécanique d'enregistrer la réalité, voilà, tout d'un coup, un moment de cinéma peut être contemporain d'un moment d'histoire. Voilà, c'est ce qui a pu se passer. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur mai 68, voilà, comment est-ce que tout d'un coup un moment de cinéma pouvait saisir sur le vif un moment d'histoire. Ça peut être aussi des façons de reconstituer l'histoire, hein, c'est ce qu'on appelle le film historique, hein. Évidemment, voilà, il y a des grands cinéastes qui ont cherché à remettre en forme, à revivre, à reconstituer, à comprendre en la reconstituant une période historique. Donc là, voilà, j'ai pu faire un certain nombre de travaux, notamment sur des cinéastes comme Manuel de Oliveira, comme Maurice Pialat, François Truffaut, qui ont fait ce type de film de reconstitution historique à leur manière. Et puis ça peut être aussi une façon je dirais, de mieux comprendre l'histoire en passant par les films. Il y a souvent des grands mouvements de fond de l'histoire qui ne me semblent véritablement compréhensibles que si on passe par le cinéma. À la fois parce que le cinéma a donc cette capacité à saisir l'histoire au présent, mais aussi cette capacité à, en quelque sorte, la rendre compréhensible, la rendre intelligible. Voilà, donc pour prendre un exemple des travaux que j'ai pu faire, j'ai essayé de comprendre comment la Seconde Guerre mondiale avait pu, dans son traumatisme, laisser une empreinte très profonde dans les films, y compris des films de fiction qui, a priori, ne sont pas forcément des films de reconstitution de l'histoire, ne sont pas des films sur la Seconde Guerre mondiale, mais comment est-ce qu'on pouvait mieux comprendre voilà, les grandes fractures, les grandes ruptures historiques, les grands traumatismes historiques, en visualisant et en comprenant mieux les formes du cinéma. Vous étiez critique et vous étiez rédacteur en chef aussi, donc vous connaissez plus profondément ce métier. Quel regard portez-vous aujourd'hui à l'exercice de critique de cinéma et à la cohérence de presse de cinéma papier par rapport à presse en ligne qui prend de plus en plus de place? Bah, c'est vrai que c'est à la fois une expérience que j'ai eue importante de critique, de rédacteur en chef des cahiers du cinéma ou des pages culture de Libération, donc une pratique de la critique, du journalisme culturel, et puis aussi un intérêt que j'ai toujours eu aussi en tant qu'historien, hein, sur quelque chose de spécifique qui est la cinéphilie, la critique, notamment en France,
qui a toujours été une sorte de passion française très, très, très importante, non seulement dans le cinéma, mais dans les arts en général, hein, mais peut-être dans le cinéma particulièrement. Hein. Il y a une tradition cinéphile et une tradition critique en France que j'ai pu étudier et qui est évidemment une des grandes lignes de compréhension du cinéma en France. Alors, en tant que praticien de la critique, je ne peux faire qu'un constat qui me semble un peu paradoxal. Je pense qu'on n'a jamais autant écrit sur le cinéma. Voilà, il n'y a jamais eu autant de blogs, de sites, de traces. Vous lisez Alors que je lis régulièrement, pas tout évidemment, mais qui m'intéresse. Et en même temps, je pense que le paradoxe veut que si on n'a jamais autant écrit sur le cinéma, peut-être que le poids de la critique n'a jamais été non plus aussi relatif. Hein. C'est-à-dire que sûrement que le poids de la critique par rapport aux années où moi j'ai pu exercer, et puis même ces années où moi j'ai pu exercer la critique, étaient déjà des moments où on regrettait le temps où voilà, un certain nombre de tribunes critiques très importantes pouvaient être en quelque sorte très influentes sur le monde du cinéma, sur la manière de voir les films, sur la manière pour les spectateurs d'aller au cinéma. Donc voilà, je trouve qu'il y a un paradoxe entre ce désir d'écrire sur le cinéma à tous les niveaux et puis le poids que ça peut avoir je dirais à la fois dans la société d'aujourd'hui et dans le monde du cinéma d'aujourd'hui qui n'en tient d'une certaine manière pas vraiment beaucoup compte. Donc voilà, ce paradoxe est intéressant, et puis d'autre part, faut essayer sans doute de le comprendre comme une sorte petit peu de dilution de la parole critique, de la vie critique, une manière aussi sans doute pour ces avis critiques de se diluer dans ce qui pourrait être le consumérisme du cinéma, où la parole critique n'est pas forcément celle qui compte le plus. Donc oui, je pense qu'il y a sûrement une sorte un peu de crise d'identité hein, du discours critique aujourd'hui. On le sent, sans doute que voilà, chacun a des critiques qu'il aime bien, mais il n'y a pas forcément de grandes figures critiques voilà, qui peuvent faire une sorte de synthèse autour d'eux. Voilà, on a un monde critique qui est là aussi un petit peu dilué, comme un petit peu voilà. Bon, c'est un petit peu le constat que je fais en tant qu'ancien praticien. Je ne suis plus beaucoup critique de cinéma, même si j'écris tous les mois dans une revue, dans un magazine qui s'appelle L'Histoire, hein, sur des films qui ont cette dimension historique. Donc je me considère encore quand même comme un critique, mais c'est vrai que aujourd'hui je me consacre plus à une double tâche qui est à la fois celle d'écrire l'histoire du cinéma à travers notamment ces biographies hein, que je peux consacrer à des figures comme ça du monde du cinéma français qui traversent un petit peu l'histoire et le cinéma français. Et puis d'autre part, mon rôle ici à l'ENS d'enseignant, de passeur un petit peu, c'est quelque chose qui me semble très important aujourd'hui, hein, de pouvoir voilà, faire passer la compréhension du cinéma, son histoire, des pratiques cinéphiles aussi, de ciné-club par exemple, vers les étudiants, de les pratiquer ensemble en fait. Moins une figure comme ça d'intercesseur que de fédérateur un petit peu des énergies qui sont vraiment importantes, nombreuses, très mobilisées hein, souvent, des jeunes gens d'aujourd'hui, des jeunes femmes, des étudiants et étudiantes, notamment en cinéma.
Votre dernier livre, du coup, sur Marin Karmitz, est un grand projet, c'est plus de 400 pages. Et pourquoi vous étiez intéressé à écrire cette biographie? Est-ce que c'était une commande ou un choix personnel? Alors c'est un choix personnel. Ce qui est intéressant dans l'itinéraire de Marin Karmitz, c'est cette manière dont il traverse l'histoire. Voilà, donc voilà ce jeune homme né en Roumanie qui va voilà être contemporain tout jeune homme de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de la montée du nazisme, et puis qui va quitter la Roumanie pour s'installer avec sa famille en France, et puis peu à peu s'intéresser aussi bien à la politique qu'au cinéma, et traverser comme ça le cinéma français et la vie politique française des années 50 à nos jours, hein, puisque Marin Karmitz est toujours vivant, hein, aujourd'hui à 86 ans, hein, donc voilà, c'est un destin, hein, c'est un itinéraire, c'est une traversée à la fois de l'Europe, traversée géographique, traversée de l'histoire. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait de pouvoir raconter ça. Et puis l'autre condition qui a fait que ce livre a été possible, et donc que je l'ai fait, c'est l'ouverture des archives. Voilà, ce très très beau fonds d'archives, à la fois archives personnelles de Marin Karmitz et de sa famille, archives professionnelles de MK2, de la société qu'il a fondée, et puis ces archives, elles se sont ouvertes il y a peu de temps finalement, il y a à peu près 4 ans, hein, quand Marin Karmitz y a songé, on en a parlé, parce que j'ai rencontré pour ça, pour lui demander s'il était prêt à ouvrir ses archives, et Marin Karmitz a joué le jeu d'ouvrir les archives, et a même engagé quelqu'un, une archiviste, une professionnelle de l'archive pour inventorier, classer, ouvrir, guider dans les archives. Donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ces fonds d'archives extrêmement riches, extrêmement foisonnants, extrêmement passionnants, et d'autre part faire rentrer d'ailleurs aussi des jeunes chercheurs, hein, qui pouvaient, on a organisé avec MK2 un colloque sur cet itinéraire de Marin Karmitz et de son entreprise, vraiment à partir d'une quinzaine de travaux de recherche de chercheurs dans les archives de Marin Karmitz. Donc voilà, le livre, il résulte de ça, de la volonté de raconter une histoire qui est l'histoire du cinéma français, une autre histoire du cinéma français et de la politique en France, du militantisme politique par exemple en France, et puis de raconter cela grâce à des documents d'archives qui permettaient, disons, je dirais à la fois d'objectiver les choses, et puis aussi souvent, c'est la force des archives, hein, de s'imposer un peu comme à la fois des évidences et des clés qu'il faut comprendre, mais des clés qui ouvrent assez directement au contexte du moment, hein, au contexte de l'époque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire à partir de ces archives de Marin Karmitz, comprendre toutes les époques qu'il a traversées, comment cet homme a été un vrai contemporain, au sens où il a voulu à la fois s'engager dans les époques qu'il a traversées, et puis forger un peu son destin
dans ces contextes différents qu'il a traversés. Et justement, le titre m'a intrigué, une autre histoire du cinéma. Qu'est-ce que vous voulez proposer avec une autre histoire par rapport à quoi? C'est à la fois une histoire personnelle, justement, cette manière de forcer un petit peu, je dirais presque son destin, hein, pour raconter sa propre histoire à travers l'histoire du cinéma, hein, d'une certaine manière. Voilà, une autre histoire du cinéma, c'est celle de Marine Karmitz. Et puis, ce que cela veut dire aussi, c'est que le point de vue est un petit peu décalé par rapport à l'histoire du cinéma. Généralement, l'histoire du cinéma, elle est faite à partir des grands auteurs, des grandes écoles cinématographiques. Voilà, comment est-ce que le néoréalisme, puis par exemple voilà, la nouvelle vague se succède, puis etc. etc. Ce qui est intéressant avec Marine Karmitz, c'est que ce n'est ni un grand auteur de cinéma, il a été réalisateur de films, hein. Il a réalisé 3 longs métrages, quelques courts métrages, mais on ne le considère pas comme un cinéaste au même titre que Jean-Luc Godard ou que François Truffaut, par exemple. Et d'autre part, son regard, ce décalage se fait aussi du côté de la fabrication des films, puisque Marine Karmitz a été un grand inventeur, moins de formes cinématographiques que de manières de les voir, donc de salles. Hein, c'est quelqu'un qui a inventé un réseau de salles, les salles 14 juillet puis MK2, et puis c'est quelqu'un qui a inventé aussi des films au sens où il les a fabriqués, où il les a produits. Hein, c'est un grand producteur de cinéma, donc il a comme ça permis à un certain nombre de cinéastes importants ou de films de se faire selon une logique qui était la sienne, voilà, et donc une logique qui est plutôt audacieuse, qui lui a permis comme ça de produire plus d'une centaine de films au long de sa carrière. Donc voilà, cette autre histoire, c'est pas une histoire vue depuis, on va dire, la grande succession des mouvements et des écoles de cinéma ou des grands cinéastes, hein. C'est une histoire un petit peu décalée, vue depuis la fabrique du cinéma. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, de raconter l'histoire de façon un peu cachée. Voilà, de manière un petit peu décalée, de raconter l'histoire, par exemple, du cinéma français des années 80-90 à partir de la distribution des films, de la production des films. Ça révèle autre chose. Ça révèle des choses qui sont intéressantes et importantes sur le cinéma, l'évolution du cinéma français, par exemple, à ce moment-là. Combien de temps cela prend pour vous, un travail sur les archives, documentation et puis l'écriture pour un livre comme ça? Alors maintenant j'ai une certaine expérience, hein, je suis plutôt sur la fin de ma vie de chercheur que sur les débuts, donc j'ai cette expérience de toutes ces biographies que je suis d'ailleurs en train de continuer, puisque je suis aujourd'hui je commence à écrire, j'ai fait tout le travail d'archives, mais je commence à écrire la biographie de Jacques Rivette, voilà, le 5e grand cinéaste de la Nouvelle Vague et des Cahiers du cinéma. Donc j'ai acquis une certaine expérience qui me permet d'être assez efficace, on va dire, mais il y a un temps incompressible, notamment au niveau du travail dans les archives, du travail de recherche, du travail de documentation. Moi je travaille vraiment davantage comme historien, c'est-à-dire avec ces documents, avec ces archives, que comme, on va dire, journaliste par les rencontres avec les gens, avec les témoins. C'est quelque chose que je peux faire aussi, hein. Mais voilà, donc tout dépend un peu de la taille des archives.
C'est vrai que dans le cas de Marine Karmitz, ce sont des archives importantes, donc il m'a fallu à peu près 2 ans pour voilà, travailler dans les archives. L'écriture est quelque chose qui est peut-être plus rapide, parce que voilà, sur Marine Karmitz, je m'étais dit que pour saisir ce côté romanesque, comme ça, il fallait aussi une écriture qui, entre guillemets, comme on dit, se lit comme un roman aussi, hein, alors qui est fondée très légitimement. Ce que je pensais aussi, la dimension littéraire est importante. Oui, voilà, qui est fondée sur... toutes les archives sont référencées, sont données en notes, il y a un travail sérieux, on va dire, d'historien, mais l'écriture, elle est un peu portée par quelque chose qui est de l'ordre, oui, d'une sorte d'épopée, de lyrisme un petit peu, en tout cas de roman, de destin. Hein. Et donc l'écriture a d'une certaine manière été un petit peu plus rapide pour suivre ce rythme comme ça, et puis était un petit peu synthétique aussi. Je voulais pas non plus que le livre soit trop énorme, parce que voilà, j'avais envie de saisir quelque chose qui était ce mouvement, hein, ce mouvement d'une vie, ce mouvement d'un destin, et pour ça je trouvais que les 400 pages, par exemple, c'est une bonne dimension. La biographie, par exemple, que j'ai consacrée à Godard fait 2 fois plus, hein, elle fait presque 1000 pages, parce que voilà, raconter Godard, c'est raconter tout le siècle quasiment, alors que Marine Karmitz, c'est plutôt ce mouvement de l'histoire qui m'a intéressé. Donc voilà, pour vous donner une idée, voilà, ce livre, je l'ai à peu près fait en 3 ans. Voilà, c'est 3 ans de travail. Il y a beaucoup de détails dans le livre. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, il y a même des notes scolaires. Il y a beaucoup de détails. La rencontre avec Samuel Beckett, c'est quelque chose qui est très intéressant quand même. Personnellement, en tant que fan de Beckett et ses écrits, je ne connaissais pas cette histoire, je n'avais pas lu dans les biographies de Beckett par exemple. C'était quoi l'importance de cette rencontre pour un jeune homme qui rencontre une personnalité qui est une des plus grandes et importantes figures littéraires du siècle? Et qu'est-ce que ça lui a révélé? Est-ce que ça a changé sa vie en quelque sorte? Alors c'est ça l'intérêt aussi de travailler sur les documents, sur les archives, hein. C'est que bien sûr on part aussi de la parole notamment de Marine Karmitz, qui a raconté déjà, mais on peut rentrer dans le détail et dans la trace, je dirais, authentique, documentaire. Vous parliez de ces notes, voilà, du parcours scolaire de ce gamin qui parle à peine français quand il arrive voilà, à une dizaine d'années en France, juste après-guerre, et qui va voilà, se frayer un chemin comme ça grâce à la République française, hein, qui l'accueille à l'école, et voilà, et donc on a et c'est pas du tout étonnant que Marine Karmitz ait gardé tout ça, parce que ça lui est extrêmement cher, hein, voilà, c'est quelqu'un qui s'est formé, voilà, qui a forgé, je dirais presque forcé son destin comme ça, et donc chaque note à l'école pouvait compter, et comment ce jeune homme a pu comme ça se progresser, apprendre, puis commencer à militer au cœur du lycée où il était à Paris. Voilà. Donc tout ça, tous ces détails sont extrêmement importants, et c'est voilà, le travail documentaire, hein, permet de les multiplier, et puis voilà, l'écriture ensuite c'est de donner sens à tous ces détails. En eux-mêmes ils disent des choses, mais ce qui est intéressant c'est la manière dont on les lit, dont on les remet dans un contexte, dont on les explique. Et alors pour la rencontre avec Samuel Beckett, il y avait aussi des traces archivistiques importantes. Il y a d'abord un film qui a été voilà, tourné, qui s'appelle Comédie, qui reste, c'est une trace qui a longtemps été très peu vue, oubliée, et puis qu'on a redécouvert récemment,
grâce à la Biennale de Venise, hein, voilà, qui l'a montré. C'est un film assez étonnant, très expérimental sur le jeu comme ça, la parole de Beckett et la façon de pouvoir la filmer. C'est un film en soi qui est une trace intéressante. Et puis il existe voilà, des traces qui sont par exemple, il y a une très jolie carte postale que Beckett adresse à Marine Karmitz quand Marine Karmitz va présenter le film à Venise. Voilà, où on voit à la fois l'intérêt que Beckett a pris à cette expérience. Il était là tous les jours pendant le tournage de ce film d'une vingtaine de minutes. Hein. Ça l'intéressait vraiment, que ce jeune homme qui avait à l'époque 25 ans, hein, 30 ans, s'intéresse à son œuvre, vienne le rencontrer, et voulu inventer une forme de cinéma pour rendre compte d'un texte qu'il avait écrit. Il y a ce texte même d'ailleurs, le manuscrit de comédie, Beckett l'a offert à Marine Karmitz, donc il est dans les archives. Il y a des photos, hein, des photographies qui montrent cet intérêt. Voilà, et puis après il y a toute la polémique qui entoure la présentation du film au Festival de Venise. Voilà, un film qui suscite des réactions extrêmement contradictoires, contrastées dans la salle, des gens qui hurlent contre le film ou qui sortent de la salle en criant au scandale, d'autres qui crient au contraire au génie, à l'expérience importante. Donc voilà, il y a des traces de tout ça dans les articles de journaux. On en a, voilà. Donc il y a toutes ces traces d'archives qui expliquent, qui montrent l'importance, je dirais, bien sûr pour Marine Karmitz, jeune homme, de rencontrer une des personnalités comme ça avec Marguerite Duras, qui au moment l'impressionne beaucoup, et puis une écriture, hein, qui l'impressionne, et puis une manière de vivre. Voilà, pendant, je dirais, quelques mois, Beckett a pris Marine Karmitz sous son aile et ils parcouraient Paris, buvaient ensemble. Il y a une sorte de rencontre vraiment un peu existentielle qui s'est faite pendant quelques mois, qui était d'ailleurs une rencontre à la fois fascinante et puis dangereuse pour Marine Karmitz, qui sentait qu'il pouvait tomber dans une sorte de gouffre, hein, aussi, voilà, notamment à travers l'alcool. Hein. Donc il a lui-même à un moment mis fin à cette relation. Et puis on sent du côté de Beckett voilà, l'intérêt d'avoir un interlocuteur tout d'un coup avec qui parler la nuit, à qui montrer des choses, et voilà, donc la rencontre a été importante évidemment pour Marine Karmitz. Elle est complètement décisive, formatrice, elle est dangereuse aussi, hein, c'est ça qui fait l'intérêt de cette rencontre. Et puis on s'aperçoit à travers ces traces laissées par Beckett, hein, voilà, ces sortes de petits cadeaux presque, hein, comment il lui offre un manuscrit, comment il lui écrit comme ça, que c'est aussi quand même quelque chose qui a été important pour Beckett. Donc voilà, là justement, on est au cœur de ce que permet un peu la biographie, c'est-à-dire de récupérer les traces documentaires importantes d'une rencontre qui est effectivement peu connue. On ne la raconte pas dans la magnifique biographie de Beckett, évoque à peine ce film, hein. Et dans une biographie de Marine Karmitz, évidemment, c'est un moment fort, puisqu'on en a les traces, parce que on sait, Marine Karmitz l'a dit, combien cette rencontre a été importante pour lui. Les engagements politiques de Marine Karmitz est un des sujets que vous développez beaucoup dans le livre. Et c'est un des moments où
un moment important dans la vie de votre personnage coïncide à un moment important historiquement, c'est-à-dire le mai 68, et puis après le début des années 70, et que si on s'intéresse, on peut voir ça dans le documentaire de Romain Goupy, Mourir à 30 ans, que Karmitz a produit. Mais il a vécu un peu la même chose, je pense, parce qu'il était militant en tant que lycéen aussi, un peu comme ce qui se passe dans ce film. Parfois, il avait des idées très extrême gauche et des idées aussi comme le cinéma gratuit pour tout le monde, des idées socialistes vraiment à fond. Et surtout qu'il était lui-même un grand entrepreneur, de plus en plus, un patron d'une société. Est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec ces idées-là? Alors c'est quelque chose qui reste très important pour Marine Karmitz, hein, cette période, ces engagements. Je pense que d'une certaine façon, il y est complètement fidèle. Après, il y a des contradictions, hein, comme dans chaque personne. Mais en tout cas, cette formation qu'il a eue, hein, qui est une formation militante, au moment de la guerre d'Algérie, hein, voilà, pour lutter contre la guerre d'Algérie. Puis ensuite, ça c'était dès le lycée, dans les années, à la fin des années 50, au début des années 60. C'est vraiment un engagement décisif, hein, voilà, cet engagement anticolonial, hein, c'est quelque chose qui a... Et là, Marine Karmitz s'inscrit dans un contexte important en France, et cet engagement est d'autant plus important qu'il le lie à un collectif comme ça. Et puis ensuite, bien sûr, toute la traversée du gauchisme de mai 68, tous les projets culturels, hein, ou contre-culturels qui naissent de cet engagement politique, c'est vraiment la formation de Marine Karmitz. Hein. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le personnage, et surtout on ne peut pas comprendre son action, notamment les salles de cinéma qu'il a créées, hein, sans passer par cet engagement politique. Hein. Ce sont des salles qui se sont créées vraiment... comme ce qui pourrait être le produit, en tout cas voilà, la conséquence de cet engagement politique en 68, hein, cette manière, voilà, de faire comprendre l'art, de faire comprendre la culture, de la partager plus démocratiquement, et d'en faire comprendre les grands enjeux sensibles, les grands enjeux d'engagement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fondation des salles 14 juillet, l'idée qu'une salle de cinéma, c'est pas seulement un écran où on voit des films, mais aussi un type de programmation, un type de film qu'on ne voit pas ailleurs, qui ne sont pas les blockbusters américains, qui sont pas, voilà, qui peuvent être des films engagés politiquement, et puis des films d'auteur, bien sûr, et puis le fait qu'une salle de cinéma, c'est aussi un lieu qui permet les débats, qui permet les discussions, qui permet les expositions, qui peut accueillir une librairie, voilà, un lieu de culture en fait, un lieu, et aussi une sorte de lieu de sociabilité, un lieu où on se rencontre, qu'il peut y avoir un restaurant, qu'il peut y avoir un café, voilà, tout ça. Et les salles MK2, elles sont nées de cette idée-là, et donc elles portent encore aujourd'hui cette idée-là. Donc il y a des continuités. Après, il y a forcément des contradictions aussi. C'est sûr que Marine Karmitz a toujours tenu compte des réalités économiques, des réalités de production, hein, qui ont fait qu'il a été un patron qui a fait des choix économiques, je pense, assez radicaux, assez forts, qui, selon moi, l'ont pas forcément mis en contradiction avec ceux qui étaient ses choix de révolutionnaires, on va dire, mais qui ont pu à certains moments être mal compris ou mal interprétés. Alors c'est toujours difficile d'être un patron de gauche, hein, comme on pourrait définir Marine Karmitz, parce qu'on est de gauche, mais on est quand même aussi un patron. Hein. Et donc voilà, je pense que Marine Karmitz assume complètement cet aspect-là, ce qui en fait d'ailleurs un élément assez
assez emblématique de ce moment 68, hein, qui a été aussi un moment de grande activité, de grande pensée de la réforme de l'économie, de la liberté économique aussi, et puis de la capacité à faire connaître, faire comprendre la contre-culture. Donc voilà, de tout cela est né d'une certaine manière toute une série de personnalités, hein, dont Marine Karmitz fait partie. Et bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Marine Karmitz assume à la fois cette généalogie, on va dire, qu'il inscrit dans le militantisme, dans 68, dans la croyance en la révolution, hein, et puis il assume aussi les contradictions qu'il peut avoir avec ça. Voilà, il reste un homme de ses époques, et c'est vrai que les époques ne sont pas forcément voilà, dans la continuité stricte des engagements révolutionnaires. Donc ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a quand même une ligne directrice voilà, qui donne une union à l'intérieur de ces contradictions, hein. C'est tout simplement, je dirais, l'idée du partage d'une culture, voilà, la meilleure manière qu'a Marine Karmitz je dirais de marquer sa continuité, hein, c'est toujours de mettre en avant cette idée du partage des films, du partage d'une culture. Il s'agit toujours voilà, de cette idée principale, de cette idée directrice. Il a commencé son parcours après avoir fait des études à l'IDEC, comme vous décrivez bien. Il a fait des courts-métrages, il a réalisé des courts-métrages, réalisé des longs-métrages aussi en parallèle d'avoir produit des courts-métrages et puis des longs-métrages. Et puis à un moment, il décide de mettre fin en fait à une carrière de cinéaste et se consacrer entièrement à la production et puis la distribution et reste. Est-ce qu'il regrette aujourd'hui de ne pas avoir continué de réaliser des films? Est-ce que nous, en tant que spectateurs, on regrette d'avoir perdu un cinéaste qui pouvait être un très bon cinéaste français ou parmi les meilleurs? Et surtout qu'il était contemporain de la Nouvelle Vague, il était assistant Godard, il a vraiment vécu dans le milieu de la Nouvelle Vague, et comme vous êtes spécialiste de la Nouvelle Vague, vous êtes le mieux placé pour connaître les liens qu'il a pu avoir avec la Nouvelle Vague et comment ça a influencé son cinéma. Et du coup, est-ce qu'il pouvait être en fait un très bon cinéaste comme il a été Godard et les autres? Alors ça reste je pense une douleur, une sorte de déchirement, de renoncement, hein, chez Marine Karmitz, le fait d'avoir arrêté d'être cinéaste à un moment, d'avoir fait ce choix qui à la fois lui a été aussi imposé, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à un moment au milieu des années 70 à réaliser ses projets, hein. Donc ça, c'est d'ailleurs tout à fait passionnant. Dans les archives de Marine Karmitz, il y a à peu près une dizaine de projets inaboutis qui datent de ce moment-là et qui sont, on sent qu'ils ont été travaillés, qu'ils ont été vraiment, qu'ils ont été de façon très volontariste mis en place, et puis à chaque fois ça ne passe pas. Voilà, sans doute que Marine Karmitz a compris à ce moment-là que il a compris sans doute deux choses. Il a compris que voilà, il ne pourrait pas continuer à faire ce travail qu'il avait envie de faire en tant que cinéaste en restant cinéaste. Donc il a en quelque sorte transféré ce travail qui a toujours été un travail assez pédagogique en fait, hein, voilà, des films qui sont plutôt des films militants, ou qui sont des fictions, mais qui sont quand même en même temps des films ancrés dans la réalité. Et donc il a choisi à un moment, de façon assez consciente, puisqu'il ne pouvait pas réaliser ses projets sous forme de films, de les faire autrement, donc de les faire sous forme de salles de cinéma, de montrer les films des autres.
C'est un choix qui a été à la fois imposé, qui lui a été imposé, d'où la douleur, d'où le déchirement hein, d'avoir renoncé à quelque chose, mais en même temps qu'il a finalement assumé et qui a donné à Marine Karmitz et à sa société MK2 la place qu'il a finalement. C'est peut-être en renonçant à faire des films que Marine Karmitz a occupé la place qu'il a pu occuper dans le cinéma français. Alors l'autre part de la question, voilà, est-ce que le cinéma français a perdu un cinéaste? Oui, je pense que oui. Quand on le voit, quand on regarde les 3 longs métrages de Marine Karmitz, voilà, notamment je dirais Coup pour coup, hein, le 3e, qui est à la fois un film très militant, qui fait partie d'une période très précise, comme ça, donner la parole à des ouvrières, à des femmes qui occupent leur usine. Donc voilà, on est vraiment en 72, dans ce contexte très, très précis. Et en même temps, on sent très bien que les dispositifs, la forme mise en place par Marine Karmitz, elle dépasse ce sujet d'une certaine manière, que c'est un cinéaste, que c'est quelqu'un qui sait diriger entre guillemets des actrices qui ne le sont pas, des ouvrières en l'occurrence, qui sait filmer, donc oui, je pense qu'il y a sûrement eu la perte d'un cinéaste. Après, je pense que Marine Karmitz lui-même, en tant qu'assistant de Godard, assistant de Agnès Varda, en tant qu'apprenti cinéaste dans les années 60, a compris assez vite qu'à la fois il avait les capacités, notamment techniques, il a été très bien formé à l'IDEC ou par ses assistanats, qu'il a pu la capacité technique de tourner, mais je pense qu'il a compris aussi qu'il ne serait pas un grand cinéaste. Voilà, je pense que c'est aussi, c'est chez lui, c'est difficile d'ailleurs hein, de se dire ça à un moment. Voilà, est-ce que c'est par la forme cinématographique du long métrage que je vais être le plus, je dirais, le plus présent dans le monde du cinéma? Est-ce que je suis un grand artiste? Est-ce que je suis un grand créateur? Et je pense que la force aussi, la grandeur, je dirais, de Marine Karmitz, c'est d'avoir su répondre par une forme de modestie et de renoncement en disant non. C'est pas forcément comme ça que je serai le plus utile ou le plus reconnu, c'est plutôt en passant par une autre manière de créer, hein, c'est de créer des salles, de créer des films, au sens de la fabrique du film, hein, comme ça. Et donc je pense que ça, de ce côté-là, Marine Karmitz l'a assumé, c'est-à-dire qu'il il a complètement voilà, pris sur lui le fait de renoncer au cinéma et de devenir autre chose qu'un cinéaste. Mais je peux en témoigner quand Marine Karmitz, voilà, ce qui n'arrive pas très souvent, hein, revoit des plans qu'il a tournés, ça lui fait mal un petit peu quand même. Hein. Il a renoncé à quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a traversé sa vie à un moment, ce renoncement-là. Il n'a jamais voulu revenir sur les scénarios et les projets anciens. Non, voilà, justement, c'est sa manière de se dire, c'est une époque révolue, j'ai voulu être ça et je ne l'ai pas été, et maintenant je suis autre chose. Il a, pendant encore 3-4 ans, voilà, eu un grand projet plutôt autobiographique, hein, d'ailleurs, raconter sa vie à travers 3 personnages comme ça, de la Roumanie à la France, de l'engagement politique à la Révolution. Hein. Puis bon, voilà, il a renoncé quand même à un moment. Donc, et non,
Brian Kermit n'a jamais, ni lui-même, ni d'ailleurs proposé à un cinéaste qui produisait de reprendre des scénarios qu'il a pu faire.